Moi, je ne pense pas à l'utilité d'un système où les gens sont présidents pendant 30 ans ou 40 ans, hein, comme notre président actuel, où les gens sont ministres pendant 20 ans. Donc vous voulez pas que votre père occupe de poste? Laissez-moi continuer. Moi, je pose des problèmes de principe, je ne pose pas des problèmes d'individu. Comme mon propre père, en l'occurrence, mais que ce soit lui ou un autre, ça ne change rien. Je crois que de tels systèmes ne sont ni utiles, ni sérieux. On peut, sur des périodes plus courtes, permettre à ceux qui ont des fonctions de direction politique à exercer d'être plus efficaces, précisément parce qu'ils savent qu'ils ont un temps limité. Et on peut organiser nos systèmes institutionnels de telle manière que dans ce temps plus court, on leur donne plus de moyens d'avoir un impact positif et sérieux sur le cours de notre société. Voilà pourquoi moi, ce genre de système ne m'intéresse pas. Parce que même si vous avez des personnes talentueuses, brillantes, ayant même une certaine orientation morale, pour le dire simplement, bon cœur, dans un tel mécanisme, il y a toutes les chances que ces personnes soient perverties par les systèmes d'intérêt qui se cristallisent évidemment chaque fois qu'il y a un pouvoir, un ordre de pouvoir. Et à un certain moment, elles n'auraient plus ni le talent, ni les qualités qu'elles avaient au départ. Parce que ces intérêts sordides vont les détourner de ces voies-là. Donc moi, je ne crois pas trop à ce genre de choses. Et j'estime d'ailleurs que pour qu'on ait une société véritablement plus stable, au-delà de la stabilité apparente et de la stabilité médiocre qui est la nôtre, nous sommes bien stables, mais nous ne sommes pas stables de manière à prendre en charge de façon satisfaisante les aspirations et les ambitions de la plupart de nos citoyens, qu'on ait des sociétés qui fonctionnent sur une autre base que celle-là. Voilà, vous dites, professeur le docteur Ronan Guinée, qu'un intellectuel doit exercer une fonction critique vis-à-vis de la société dans laquelle il vit. Une fonction critique qui l'expose bien évidemment à d'éventuels démêlés. Et que pensez-vous donc de ces intellectuels qui ont décidé de marcher avec le pouvoir? D'abord parce qu'en gros, s'il peut y avoir des intellectuels de pouvoir, tous ceux qui sont au pouvoir et qui font fonction d'intellectuels de pouvoir n'en sont pas. N'en sont pas. Même l'intellectuel de pouvoir a une ligne critique. Il met simplement son esprit critique au service d'une orientation politique. Mais quand il estime que cette orientation politique n'est pas suivie de manière sérieuse et crédible par le groupe politique auquel il appartient, il le signale, et il le signale publiquement, en prenant position, en s'exprimant oralement par des déclarations publiques, en faisant des éditoriaux ou des chroniques, en écrivant même des essais pour critiquer le fonctionnement réel qui correspond à la gestion du groupe politique auquel il appartient. C'est ça un intellectuel même de pouvoir. Il critique et puis ensuite il dit à ses amis politiques: j'ai fait les critiques, voici donc les solutions qui peuvent permettre de corriger ce qui m'apparaît comme ne fonctionnant pas dans le cadre de notre gestion politique. Ceux qui tiennent lieu d'intellectuels de pouvoir, en fait, ne sont pas des intellectuels. On les appelait ce sont des clercs. Je ne dirais pas les courtisans parce que c'est désobligeant. Ce sont des clercs. Le clerc, c'est quoi? Le clerc, dans les ordres politiques et sociaux du Moyen-Âge en Occident, c'est quelqu'un qui met son intelligence, son savoir, ou ce qu'on va appeler beaucoup plus tard, disons 19e, 20e siècle, son expertise, au service d'un pouvoir. Ça veut dire qu'il est là pour légitimer le pouvoir, rendre ce pouvoir acceptable. Il peut avoir des compétences intellectuelles, il peut avoir des aptitudes intellectuelles, mais sa manière d'agir fait qu'il n'est pas un intellectuel. Il ne faut donc pas confondre le clerc
celui qui fait partie de la cléricature, parce que clerc, ça renvoie à la fois à cléricature et à clergé. Il ne faut pas confondre le clerc avec l'intellectuel. L'intellectuel peut avoir toutes les sensibilités. Il peut être conservateur, réactionnaire même, il peut être réformiste, il peut être libéral, il peut être radical, il peut être révolutionnaire. Mais il a toujours la fonction critique quand il examine la réalité. Voilà, docteur Wona, vous pensez que c'est faisable chez nous, dans notre société? Bon, si vous estimez que ce n'est pas faisable chez nous, ça veut dire que chez nous, les conditions de la liberté, les conditions culturelles de la liberté, les conditions morales de la liberté n'existent pas. La liberté ne peut pas exister là où il n'existe pas l'acceptation de l'esprit critique, c'est-à-dire de la capacité à aller à contre-courant de ce que sont les idées dominantes. Maintenant, on peut tout à fait réguler cet esprit critique, mais on ne peut pas complètement le supprimer. Quand on le supprime, on est donc dans une société qui est complètement dogmatique, et le dogmatisme, en fait, c'est l'esprit des sociétés répressives, pour ne pas dire dictatoriales. Le Cameroun n'est pas une dictature. Le Cameroun est une dictature, mais c'est une dictature libérale. Parce qu'il y a des dictatures de différents types. Il y a des dictatures libérales, c'est-à-dire des ordres sociaux qui sont en évolution. Il y a déjà un certain nombre d'éléments de la liberté au Cameroun. On peut être critique du système camerounais, on peut même être critique du régime camerounais et voir qu'il y a des éléments de cette liberté. Mais pour construire un système démocratique, la liberté ne suffit pas. Il faut encore qu'on apporte un système de garantie de cette liberté pour que cette liberté puisse fonctionner au profit de tous les acteurs de la société. Il faut encore que dans ce système de liberté, ceux qui jouent le rôle de régulateur, d'arbitre, se soumettent lui-même aux règles. Ça veut dire que l'arbitre central qui conduit le match, il va arbitrer en fonction d'un code de jeu qui est arrêté et connu d'avance. Ça veut dire donc qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'état de droit. Et cet état de droit-là est alimenté donc par des valeurs de liberté. Ensuite, il est important également qu'à la liberté, à cette auto-limitation par le droit, on ajoute de la solidarité. Une solidarité qui est double, une solidarité qui vient des individus, des personnes et des groupes sociaux, mais une solidarité qui est également institutionnalisée, de telle manière que dans un certain nombre de situations, ce soit les institutions publiques qui prennent en charge un certain nombre de questions pour en fait protéger les plus faibles. Voilà. Quand on écoute Mathias Onanguini, on a envie de dire rapidement, mais qu'est-ce qui s'est passé à cette institution sociale-là, qui devrait être administrée par l'État, et donc lors des sorties dérapées comme celui qu'on a enregistré il n'y a pas très longtemps, sur ce disant chef traditionnel, gardien des cultures de la Léquier, qui se sont permis comme ça là à s'envoler avec l'image de Maurice Kamto. On aurait souhaité, puisque cela heurte les sensibilités, les différentes sensibilités nationales et internationales, on aurait souhaité que cet organe-là puisse intervenir et régler l'affaire. C'est le cas avec la crise et les différentes victimes. On en a encore récemment enregistré celui-là d'un proviseur et adjoint au maire Angor Kuchunja, qui malheureusement a péri au poids des sécessionnistes. On n'a pas oublié celui de Bameyam, où pratiquement 9 individus ont été froidement arrachés à la vie. On n'a pas également oublié celui des Bekwa par Manfé. Alors, on met tout cela seulement pour ce mois en cours. Il n'y a pas très longtemps, le mois dernier, on parlait du déboulement de Bankolo. On cherche toujours à dessein cette institution sociale-là, administrée par l'État, qui devait accompagner les victimes pour qu'ils se sentent partie intégrale de ce république. Vous comprenez donc finalement pourquoi le docteur Aristide Mono garde sa ligne éditoriale dans ses différentes chroniques. On avait d'ailleurs posé une question au docteur Aristide Mono. Qu'est-ce qu'il pense de Mathias Onanguini? Eh bien, il a dit c'est un seigneur. Lorsque vous venez de comprendre l'homme, vous comprenez que véritablement, il fut seigneur jusqu'à une certaine époque, où lui-même, il a décidé de devenir un clerc. Il a expliqué d'ailleurs ce qu'il sous-entend par clerc. Et donc, ça ne commence pas avec le Cameroun ou bien les intellectuels camerounais. C'est quelque chose qui a existé dans les dictatures, dans les différentes civilisations de par le monde, qui aujourd'hui, pour certains, pratiquent la démocratie, comme la France. Et donc, si le Cameroun est sur le chemin
de sa démocratisation, eh bien, on peut comprendre que certains intellectuels comme Meillon puissent assumer également le verso, c'est-à-dire l'autre côté de leur veste. Parce que je vous ai dit, dans les années 2011, au XXe siècle, docteur Mathias Onanguinis, parce qu'il était encore docteur, était très très intéressant lorsqu'il était sur les différents plateaux. Et son père, Joseph Ouna, faisait partie du système. Mais cela ne l'empêchait pas de critiquer. Et vous l'avez même entendu dans cet échange avec Serge Autour, qui était à cette époque-là un jeune chroniqueur et animateur du programme Dimanche avec vous. Ce n'était pas limité aux artistes et aux faiseurs des buzz, comme on constate aujourd'hui. C'était un programme assez sérieux. On aimait beaucoup la chronique du 13 minutes Insight, parce qu'à cette époque-là, c'était bien dirigé par Cédric Noufélé, qui, à mon avis, il était encore stagiaire dans la boîte. Donc, à un moment où le Cameroun est en train de chercher son repère sur le seuil politique, j'ai lu des commentaires ici et là, révoquant le statut que Albert Nzonga peut vouloir se prévaloir aujourd'hui, autant que le professeur Maurice Kamto en disant qu'ils se sont séjournés avec le gouvernement en place. De mon humble avis, je pense que nous tous, si on va retracer notre passé, il y a des choses que nous pouvons ne pas être toujours très d'accord avec. Mais maintenant, la parole de Dieu prévoit la repentance. C'est-à-dire, à un moment donné, tu constates que cheminer avec un certain nombre de personnes ne te permet pas à œuvrer, à placer l'homme au centre des priorités, comme l'état de droit devrait être. Et donc, tu démissionnes ou alors tu changes tout simplement de parole. Lorsque cela est fait, on a le droit de te pardonner. On a le droit de comprendre que tu t'es rattrapé. C'est ça que la Bible appelle la repentance. Mais de l'autre côté, que tu passes plutôt d'un défenseur des droits de l'homme pour rejoindre le camp de l'oppresseur, je ne sais pas comment on appelle l'autre là. C'est comme un fidèle qui, du jour au lendemain, eh bien, décide de commencer à plutôt terroriser ces ex-croyants, des gens avec qui ils avaient cru qu'à travers la foi, on pouvait être sauvé, et bien, qui se lèvent et commencent à combattre ceux qui croient en un lendemain meilleur. Je pense que Mathias Eric Onanguini, lorsqu'on l'écoute aujourd'hui, et il a cette habitude-là de toujours fréquenter les plateaux de télévision, on a l'impression de se demander toujours qu'est-ce qui est vraiment arrivé à ce brillant monsieur. Voilà.